L'affaire du carrefour du développement, explication de l'imprimeur de la campagne électorale de Christian Nucci, il a été remboursé par le trésorier du Parti Socialiste. Dans cette édition, Christian Nucci, ancien ministre de la Coopération, en direct. Le Conseil constitutionnel juge non conforme 3 points essentiels de la loi sur la presse, loi qui abrogeait les ordonnances de 44 et la loi sur le pluralisme de 84. Peugeot ne veut plus soutenir une équipe cycliste professionnelle à elle seule. Yves Pajot a besoin d'argent pour son défi à la voile dans l'America's Cup. Les problèmes du parrainage sportif. Nous sommes le mardi 29 juillet 1986. Cela fait 494 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine. Pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat, 433 jours de détention. Pour Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2, 143 jours de détention. Et pour Camille Sontag, 83 jours de détention. Il reste 7 otages français détenus au Liban. Bonsoir. Le pilote de la navette spatiale américaine Challenger s'est aperçu qu'il y avait quelque chose d'anormal très peu de secondes avant l'explosion de son engin. Cette révélation terrible est confirmée par un enregistrement des conversations des astronautes morts le 28 janvier dernier. Jusqu'alors, on avait affirmé officiellement à la NASA que l'équipage ne s'était rendu compte de rien. Commentaire Philippe Dumez. Décollage, c'est parti. 11 secondes. Vas-y ma vieille. 60 secondes. Elle marche le feu de Dieu. 65 secondes. 11 500 mètres. 73 secondes. Les gaz à fond. Oh oh! C'était le dernier mot de Michael Smith, le pilote. Les astronautes de Challenger se sont donc aperçus qu'il se passait quelque chose. À 75 secondes, c'est l'explosion et le silence. Pour récupérer cet enregistrement, la NASA a passé plusieurs mois à reconstituer une bande magnétique retrouvée dans les débris de la navette. Sur cette nouvelle image, on distingue aussi très nettement la cabine presque intacte en train de retomber en mer. La chute va durer de longues secondes, des secondes pendant lesquelles les 7 astronautes étaient peut-être encore conscients puisque des masques à air ont été utilisés et on en a maintenant la preuve. Alors, certains d'entre eux ont peut-être survécu à la formidable explosion. La NASA avait pourtant toujours affirmé que les astronautes étaient morts sur le coup, sans souffrance. La survie, même brève, des membres de l'équipage risque de traumatiser un peu plus les Américains. Les 7 astronautes ont vu la mort venir et ils savaient que rien n'était prévu pour les sauver. Les services de la présidence américaine à la Maison-Blanche viennent d'annoncer que le président Ronald Reagan prendra dans quelques jours sa décision sur l'opportunité de construire une 4e navette spatiale pour remplacer Challenger. L'enquête sur le carrefour du développement se nourrit depuis quelques heures de nouveaux éléments. Un imprimeur de Beaurepaire dans le département de l'Isère, celui-là même qui a effectué des travaux pour la campagne électorale de Christian Nucci, a révélé à nos confrères du Dauphiné Libéré avoir reçu un chèque du trésorier du Parti Socialiste, M. Gilbert Bonnemaison. Cet imprimeur avait précédemment remboursé une association baptisée la Promotion Française, association d'Yves Chalier, l'ancien directeur de cabinet de Christian Nucci, en fuite, qui serait réfugié au Paraguay. Le chèque socialiste venait compenser ce remboursement. Alors pour y voir un peu plus clair, avant de recevoir Christian Nucci, voici les explications de Jean-Michel Mercurol. Voici les 4 factures établies par l'imprimerie Ronja de Beaurepaire et censées correspondre aux commandes passées dans le cadre de la campagne électorale de Christian Nucci. 2 factures sont à l'ordre de la Promotion Française, association coiffée par Carrefour du Développement. 2 autres à l'ordre de l'OFRES, organisme proche du PS. Or, 3 de ces factures sont fausses, elles ne correspondent pas aux travaux réellement effectués. Ce que je peux garantir, c'est qu'il n'y a eu en aucun cas une surfacturation. Monsieur Nucci m'a dit de me mettre en rapport, une fois le travail terminé, avec l'OFRES. Comme il s'agissait d'une campagne, j'ai supposé qu'il s'agissait d'amis à lui qui l'aidaient. C'est l'OFRES qui m'a indiqué, M. Haddad, par l'intermédiaire de l'OFRES, j'ai eu M. Haddad qui m'a expliqué la base sur laquelle il fallait que je fasse la facturation en bulletins municipaux. Je n'ai eu aucun contact avec les maires de Vienne, Romans ou Bourgoin. En ce qui concerne la promotion française, c'est également M. Nucci qui m'a dit de lui facturer. La campagne de Christian Nucci a donc été payée d'une part par la Promotion Française d'Yves Chalier, d'autre part par l'OFRES, organisme qui a déposé son bilan depuis. Les factures ont été faussement libellées sur la demande de ces organismes, ce qui motive aujourd'hui l'inculpation de l'imprimeur.
2 mois après le début de l'affaire, Christian Nucci découvre, dit-il, que de l'argent public, transitant par la promotion française, a financé sa campagne. Le 21 juin, il demande à l'imprimerie Ronja de rembourser la promotion française et dans le même temps, l'ancien ministre dédommage l'imprimeur au moyen d'un emprunt souscrit auprès de son groupe parlementaire. D'où le chèque de 100 000 francs signé Gilbert Bonnemaison, trésorier du groupe PS, reçu par l'imprimeur de Beaurepaire. J'ignorais absolument et totalement les implications autres. Le nom de l'imprimerie en question n'avait jamais été cité à l'époque et je n'avais pas de raison de penser que ça allait plus loin que le fait que M. Nucci voulait avoir apuré toutes ses dettes de sa campagne électorale. Alors, 2 précisions tout de suite. M. Bonnemaison est le trésorier du groupe parlementaire, donc pas du Parti Socialiste, et Hugues Chalier, l'ancien chef de cabinet de Christian Nucci. Monsieur Nucci, bonsoir. La réflexion qu'on peut se faire, c'est que vous avez mis beaucoup de temps à découvrir que c'était des fonds publics, de l'argent public qui finançait votre campagne. C'est effectivement à la mi-juin que je m'en suis rendu compte, à la suite des investigations. Oui, mais à la suite des investigations qui avaient été menées et que je suivais un petit peu, car je n'avais pas tous les éléments d'information. Et c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai acquis la quasi-certitude, ne pouvant accepter que des fonds publics puissent participer à ma campagne électorale, j'ai fait en sorte de régulariser cette situation pour le moins anormale. Mais vous en étiez jamais douté auparavant? Absolument pas. Je fais partie d'un certain nombre de gens à qui on a dit que la promotion française, tout comme d'ailleurs le reconnaît M. Chalier dans la note et dans l'interview qu'il a récemment donnée, que cette association était financée sur des fonds privés. Alors vous annoncez que vous détenez ou que vous pouvez sortir de nouveaux documents, de nouvelles preuves qu'il y a des faux, des usages de faux, des fausses signatures. Alors quels sont ces documents? Est-ce que vous pouvez les sortir maintenant ou quand allez-vous les faire? Le mot de sortir, je ne le prendrai pas à mon compte. C'est tout simplement que je suis en train de travailler sur des documents que je me suis procurés. Certains d'entre eux montrent que ma signature a été là aussi imitée, et dans les semaines qui viennent, je serai amené certainement à élargir la plainte que j'ai déjà eu à déposer. Je peux avoir des précisions sur ces documents? Ils viennent de votre ancien ministère? Ils viennent d'associations? Ils viennent de mon ministère. Ils viennent de mon ministère. Vous avez pu les récupérer? Monsieur Aurillac vous les a... Non, j'ai pu les récupérer car ils viennent en fait de mon ministère, du cabinet du ministère, du ministre. Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire ou des choses que vous ne voulez pas dire compte tenu, je dirais, des problèmes de relations entre la France et certains pays africains? À ce sujet-là, je crois que les pays africains, et je voudrais vous citer une anecdote si vous le permettez. Samedi soir, dans une commune du département de l'Isère, il y avait un groupe folklorique du Sénégal, originaire de la ville dont le président Diouf est donc originaire. Et ces Sénégalais, en arrivant sur le podium, ont déclaré que cette soirée, ils l'a dédiée à Christian Nucci, ministre de la Coopération, qui avait tant fait pour le Sénégal. Je me permets de vous rapporter cette anecdote parce que je crois qu'elle est révélatrice en définitive de ces relations que j'avais réussi à créer avec les États africains, avec les dirigeants africains, aussi avec les hommes et les femmes rencontrés. Mais des relations qui supposent des secrets, des choses inavouables? Des relations, quand vous rencontrez un chef d'État ou un autre membre d'un gouvernement, il est bien évident qu'un certain nombre de choses sont couvertes par le secret. Mais cela s'arrête là. Et toutes les opérations dont j'ai eu connaissance, ou auxquelles j'ai eu à participer, ou qui ont été prises sous mon autorité et avec mon accord, là-dessus, je crois que les choses sont assez claires. Lionel Jospin avait dit il y a quelques jours que le PS n'était en rien concerné. Or, apparemment, il y a quand même un chèque du PS, du groupe parlementaire. C'est un chèque du groupe parlementaire. Dans l'esprit, bien sûr, de nos auditeurs et des téléspectateurs, ce n'est pas forcément très clair. Le groupe socialiste de l'Assemblée nationale, comme l'a dit très justement son trésorier, peut être amené à certains moments à aider un député qui se trouvait dans une situation un petit peu délicate. Ce qui a été mon cas, je voulais régulariser ce que je crois être une dette à l'égard de l'imprimeur, et c'est pour cette raison que le groupe parlementaire m'a aidé. Le Parti socialiste n'est en aucun cas concerné, et ceux qui, au départ de l'affaire, ont voulu faire croire que le Parti socialiste avait reçu des fonds pour la campagne électorale ou pour je ne sais quelle autre action, sont aujourd'hui obligés de reconnaître que derrière tout ce montage politique, il y a en définitive une malversation qui a été commise par quelqu'un. C'est-à-dire que pour vous, c'est plus l'affaire Chalier que l'affaire Carrefour du Développement?
Je crois qu'au fur et à mesure que l'on avance et qu'on chemine vers la vérité, eh bien c'est l'affaire Chalier. Enfin, M. Chalier, où est-il? Pourquoi est-il parti? Par qui était-il menacé? Enfin, quelqu'un qui n'a rien à se reprocher comme il le prétend dans cette interview, eh bien, doit rester. Il doit se mettre à la disposition de la justice. Il doit donc pouvoir répondre aux interrogations. Il choisit comme par hasard un pays qui n'est pas couvert par une convention d'extradition. On va dire qu'il y a là, pour le moins, un certain nombre d'interrogations que les téléspectateurs sont en droit et que les Français sont en droit, eux aussi, de se poser. On peut se demander si ce ne sera pas une affaire Nucci. Vous pourrez être convoqué par juge d'instruction. Vous ne craignez pas? Vous savez, là-dessus, je suis très clair. Je ferai en sorte de me mettre à la disposition de toutes les juridictions qui s'occupent de l'affaire, de façon à ce que la vérité soit faite. Et je l'ai dit dès le départ. Mon souhait, mon vœu et mon intérêt est que la lumière, que la vérité soit faite dans les meilleures conditions et le plus rapidement possible. Monsieur Nucci, vous avez moins d'amis qu'avant cette affaire? Moins d'amis, j'entends, au sein du Parti socialiste? J'ai d'excellents amis, y compris dans le monde politique. Mais est-ce que je vous donne l'impression de quelqu'un d'esseulé, d'isolé? Est-ce que vous croyez que les manifestations auxquelles je participe régulièrement dans mon département, dans ma circonscription, montrent que je suis totalement abandonné? Juste décontracté, je suis serein et je suis là, prêt à répondre aux préoccupations, prêt à répondre aux questions, fort je crois de ce que j'ai fait en tant que ministre, conscient aussi qu'il y a un problème lié à un comportement inadmissible, mais aussi et surtout désireux que la vérité se fasse et que l'on parle un petit peu plus de coopération et de développement et un petit peu moins de l'affaire Chalier. Merci, Monsieur Nucci, d'avoir été notre invité. Les 9 membres du Conseil constitutionnel ont jugé non conformes 3 points essentiels de la proposition de loi adoptée par le Parlement et relative à la presse. 3 sur 22. La loi ne donnerait pas toutes les garanties concernant le pluralisme. Explication de Daniel Brem. Les 3 articles refusés portent sur le contrôle du pluralisme de la presse. Les 9 sages ont jugé que l'article 11, qui interdisait à un seul propriétaire de contrôler plus de 30% des titres des quotidiens français, était insuffisant, car il n'empêche pas qu'un prête-nom ou une société écran puisse accroître cette concentration dans les mêmes mains. La non-conformité de cet article entraîne celle d'un paragraphe relatif aux sanctions pour manquement aux 30% autorisés. Le Conseil a également refusé l'abrogation des ordonnances de 1944 et de la loi du 23 octobre 1984 sur la presse, ce qui a pour conséquence de renvoyer devant les tribunaux les opérations de concentration du Progrès de Lyon et de l'Union de Reims menées par le groupe Hersan. Le gouvernement peut publier la loi amputée des 3 articles. Il peut aussi demander au Parlement de la compléter. Pour le moment, il réfléchit. La nuit dernière à l'Assemblée, la motion de censure socialiste a été rejetée et la loi sur les privatisations automatiquement adoptée. Il n'y aura pas de saisine socialiste du Conseil constitutionnel sur ce texte. Une douzaine de personnes ont été interpellées aujourd'hui en Pays basque français, parmi celles-ci des membres présumés de l'organisation séparatiste Iparretarak. L'expulsion de France de réfugiés basques espagnols a provoqué des incidents à San-Sébastien. En Pays basque français, Bruno Le Dreff et Pierre Etcheverry, pour Antenne 2, ont recueilli les témoignages de ceux qui craignent de nouvelles mesures policières. Leur regard reste tourné vers l'Espagne. À la télévision, l'ouverture de la session parlementaire à Madrid. Ils vivent à Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, tout près de la frontière, tout près de leur famille, laissée de l'autre côté depuis 2 ans, 5 ans, 10 ans parfois. Aujourd'hui, par crainte de l'expulsion, ils se cachent. Les plus chanceux, chez l'une des quelques 400 familles françaises qui ont accepté d'héberger des réfugiés. On ne peut pas, même pas trop sortir dans la rue, vu que la police nous prend et nous met à la frontière. Est-ce que les gens sont en situation illégale? Oh non, les gens, ils sont des papiers, ils sont de travail, on fait une vie tout à fait normale. Pour ces autres Français, accueillir un réfugié, une simple question de solidarité. Souvent, les médias parlent de Basques espagnols et de Basques français. Pour nous, ce n'est pas exact. Il y a des Espagnols, il y a des Français et il y a des Basques. Et c'est parce que aujourd'hui, ces Basques du Sud sont en difficulté, sont poursuivis, et que l'on sait qu'ils sont extradés, emprisonnés de l'autre côté, qu'ils risquent de torture, etc., que nous voulons les cacher. Dans la tête de ces hommes qui se cachent,
Cette image qui revient comme une hantise, un véhicule de police, la frontière, l'expulsion. Après Tchema et Ruangcho, hier, José Luis Artola, suspecté selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques de préparer des attentats en France. Il vivait dans cette ferme à côté de Sarre avec une dizaine d'autres réfugiés. En 82, il demande le statut de réfugié politique, refusé, comme pour la quasi-totalité des demandeurs d'asile basques. Depuis, on lui renouvelait sa carte de séjour toutes les 3 semaines. Électricien, il vivait de petits travaux dans le village où on le connaissait bien, lui et ses compagnons. Ils vivent comme vous et moi, dans leur travail, c'est tout. Est-ce qu'ils ont peur maintenant avec les 3 expulsions? Vous savez, il y a de quoi avoir peur. Environ 800 Basques espagnols vivent ici. La majorité d'entre eux est nationaliste. Beaucoup ont été arrêtés, parfois torturés en Espagne. Quelques-uns seulement sont des militants de l'ETA. Tous ont peur. Ils craignent d'être expulsés et de se retrouver en prison à Madrid. Arrivée hier soir à Téhéran d'une délégation française de 10 personnes venue poursuivre avec les autorités iraniennes les négociations sur le prêt d'1,2 milliard de dollars accordé par l'Iran au consortium Eurodif. C'est la 5e séance de négociation franco-iranienne. Cette venue d'une délégation française à Téhéran a été annoncée par le vice-premier ministre iranien, M. Moahieri. Au Liban, à Beyrouth, la même chose qu'hier, une répétition tragique de l'attentat meurtrier du lundi en secteur chrétien qui fit 32 morts et 140 blessés. Aujourd'hui mardi, c'était à Beyrouth-Ouest, en secteur musulman, au moins 24 morts et plus de 180 blessés. Commentaire Jean-Marc Ilouz. Représailles, nouvelle provocation à Beyrouth-Ouest aujourd'hui comme à Beyrouth-Est hier, la technique anonyme de la voiture piégée pour garantir le maximum de victimes innocentes et surtout raviver la méfiance et la haine. Hier, les milices chrétiennes accusaient la Syrie, aujourd'hui ce sont elles qui sont soupçonnées d'avoir cherché vengeance. Mais dans Beyrouth, redevenue cannibale, la vérité n'appartient à personne, seule la terreur compte. Alors, que reste-t-il du mois de répit imposé par les Syriens? Au total, 56 morts et 324 blessés en moins de 24 heures. Ici, une victime musulmane, jeune femme encore hébétée, là un enterrement chrétien, où une mère effondrée ira danser son deuil aux portes de la folie. Au Nicaragua, 3 coopérants, dont un Français, ont été tués. Leur véhicule a été touché par une roquette dans le nord du Nicaragua lors d'une embuscade tendue par les anti-sandinistes. En Pologne, l'agence officielle PAP annonce que la dette extérieure polonaise n'a cessé de croître et que l'inflation augmente. La Pologne de tous les jours, ce fut l'objet de l'enquête menée tout à fait officiellement, légalement, par Gérard Rinet et Gilbert Usan. Ce soir, nouvel aspect de cette Pologne quotidienne. Regardez bien, vous allez voir 2 éléments d'une police très particulière, des fouineurs chargés de détecter tous les préjudices causés aux particuliers, aux consommateurs. Ils agissent souvent sur dénonciation. Ils parcourent la Pologne à la recherche du mal, de l'injustice et du gaspillage. Ce sont les incorruptibles du parti. Rien ne leur échappe, ils frappent partout, usines, administrations, magasins, kolkhozes. Ils forment une armée de 27 000 volontaires. Créée il y a 1 an par le parti, l'inspection ouvrière et paysanne a pour mission de relancer l'économie. Ces inspecteurs ouvriers ne cachent pas qu'ils interviennent sur dénonciation. Et pour cause, une résolution du bureau politique oblige les membres du PC à signaler aux contrôleurs tous les cas d'incompétence et de gabegie. Ici, contrôle de la cantine d'une entreprise, rien à signaler. Nous recevons des milliers d'informations. Beaucoup sont fausses, bien entendu, mais nous intervenons là où l'ennemi ne s'y attend pas. L'ennemi, ça va du petit délit, pointeuse truquée à l'usine, fauche dans les magasins, au trafic de logement. Moi, je veux tout simplement améliorer les conditions de vie des ouvriers. Il y a eu des choses très mauvaises, vous savez, dans la vie des Polonais depuis 1980. À en croire la presse officielle, ces inspecteurs font parfois l'objet d'incompréhension de la part de l'administration et de particuliers. Les uns les accusent d'incompétence, les autres de faire la chasse aux lampistes. Est-ce que vous vous sentez bien dans la peau d'un justicier populaire, entre guillemets?
Czy dobrze czuje się pan w roli tego, który czasami wymierza sprawiedliwość ludową? Tak. Oui. Tak. Oui, oui. To jest to konieczne. C'est absolument nécessaire. Et pour quelle raison? A dlaczego? Konieczne. To, co powiedziałem na początku, żeby było lepiej. C'est ce que je dis au début, pour que ce soit mieux. Quant à l'efficacité de tels contrôles, pour la plupart des Polonais, c'est un contrôle de plus. Pour le pouvoir, l'image de ces brigades d'intervention qui frappent aux quatre coins du pays, c'est une façon de faire croire qu'on est en train de remettre l'économie en marche. Qu'a arbitré et décidé la poursuite sans réserve du programme de satellite de télévision directe TDF1, envisageant également un satellite TDF2 commercial. Cette décision met fin à un débat qui opposait depuis 4 ans partisans et adversaires, parmi lesquels certains membres de l'actuel gouvernement, de ce projet. Commentaire de Jacques Violet. Les satellites TDF sont sauvés. De nouvelles chaînes de télévision vont tomber du ciel. Dès que Ariane sera à nouveau bonne pour le service, en 87, TDF1 sera le premier placé en orbite. Son jumeau TDF2 le relayera quelques années plus tard. Avec ce satellite, un diffuseur pourra arroser l'Europe du Nord au Sud, 100 millions d'Européens qui recevront des images directement chez eux. Volonté politique du gouvernement français de poursuivre le programme contre l'avis, par exemple, de la direction des télécoms, opposée au projet, réalisme financier devant les budgets importants déjà engagés par l'État et confiance dans la technologie française devant la concurrence de nouveaux satellites étrangers plus petits, moins puissants, mais encore à l'étude. Les industriels de l'électronique grand public sont rassurés, TDF 1 et 2 leur permettront de s'imposer sur un marché convoité par les Japonais et les Américains. Accident d'autocar au sud de Tours, en Indre-et-Loire. La nuit dernière, un autocar britannique s'est couché dans le fossé à la suite, semble-t-il, d'une inattention du chauffeur. Il y a 3 morts et 27 blessés. Dans le sud de la France, la plupart des foyers d'incendie ont été maîtrisés hier soir, mais la forêt reste sous haute surveillance. Près de Nice, 2 jeunes enfants âgés de 6 ans s'amusaient avec un briquet à gaz. Il a fallu 200 pompiers pour combattre l'incendie qu'ils avaient fait naître. Depuis plusieurs années, certaines forêts ont heureusement évité des désastres semblables à ceux de ces derniers jours. Rien n'est comparable, bien sûr. Cependant, la réussite de la protection de l'ensemble forestier de Fontainebleau mérite attention. Voyez le reportage de Roland Sicard et Roger Motte. Une tour de guet, mais pas de Mistral, ni de soleil brûlant. La forêt de Fontainebleau est pourtant une zone à risque. Une 50aine de feux se déclarent ici chaque année, mais pas de grandes catastrophes depuis 1945. Pour lutter contre le développement des incendies, une surveillance a été mise en place. 5 tours qui permettent d'observer les 20 000 hectares de la forêt. Objectif, combattre le feu le plus rapidement possible après son déclenchement. Mon rôle sur le pylône, c'est de surveiller tout autour à l'horizon si une fumée apparaît. Et dès que je localise une fumée, je repère son azimut, je le communique à mon PC Alto 2. Et ce PC va demander aux autres collègues sur d'autres pylônes d'effectuer eux aussi un repérage. À ce moment-là, on fait une triangulation et par recoupage, on sait où se trouve le lieu du feu et on intervient avec la camion incendie à ce moment-là. À Fontainebleau, les moyens d'intervention sont regroupés en un point central. Ici, pas de grandes tranchées anti-feu, mais 1100 km de routes et de pistes qui permettent d'accéder rapidement à n'importe quel point de la forêt. Autre point fort du dispositif, l'Office national des forêts dispose ici de ses propres moyens de lutte. 30 personnes sont en permanence sur le terrain et mobilisables immédiatement. Dès que l'alerte est donnée, des véhicules citernes tout-terrain peuvent se diriger vers le foyer. Peut-être très rapide parce que le feu, il faut prendre le feu avant qu'il ait pris des proportions importantes, avant que le front du feu soit très étendu et avant que la masse qui est en combustion ait pris une importance, une grande importance, ce qui développe de la chaleur et qui entretient le foyer et qui crée des conditions très difficiles pour les gens qui luttent contre le feu. La politique de lutte contre l'incendie passe aussi par un débroussaillage régulier des sous-bois et par l'implantation d'espèces résistant bien au feu, chênes ou hêtres. 200 hectares sont ainsi régénérés chaque année. Un dispositif qui permet de limiter à 25 hectares en moyenne la surface détruite chaque année par le feu.
Le sport a besoin d'argent, de plus en plus d'argent pour assurer le spectacle et le parrainage d'une équipe sportive reste aléatoire. Ainsi, la firme Peugeot vient-elle de décider de retirer son soutien complet à une équipe cycliste professionnelle. Elle veut partager les frais, au moins, d'autant que les résultats se font attendre. Commentaire, Lionel Chamoulot. Peugeot, c'est fini. Fini les exploits et les drames sous le célèbre maillot à damier. Roger Pinjon en 67, Tom Simpson, Eddy Merckx à ses débuts en 66, Bernard Thévenet, double vainqueur du Tour en 75 et 77, Pascal Simon près de l'exploit en 83 mais abattu par la douleur. À l'arrivée du Tour, la direction de Peugeot décide d'arrêter là l'expérience. La plus ancienne équipe cycliste disparaît. Je pense que maintenant, une équipe cycliste de haut niveau demande un investissement énorme. Les cycles Peugeot ont décidé cette année que cet investissement ne leur allait plus et ils ont décidé d'arrêter le cyclisme en tant que sponsor principal. Ça vous coûte combien une équipe cycliste? Une équipe cycliste coûte, nous cette année, elle était d'un ordre de 8 millions de francs. Pinsec et ses camarades espèrent tout de même que l'équipe n'est pas définitivement disloquée malgré ce retrait. J'ai envie de continuer avec toute l'équipe qu'on est, que ce soit coureur ou encadrement, parce qu'il y a vraiment une bonne ambiance. Et bon, pour moi, c'était un peu une deuxième famille. Mais si ça se termine, eh ben, on va bien voir. On parle de nouvelles structures, on parle de garder les mêmes coureurs, mais de reformer une nouvelle équipe. Oui, c'est ça. Ils sont à la recherche d'un autre sponsor. Et s'ils trouvent ce sponsor-là, les structures et les coureurs, l'encadrement va rester le même. L'appel est lancé, Peugeot cherche partenaire particulier pour continuer. Alors, préoccupation semblable dans la voile pour Yves Pageaud. Yves Pageaud s'est engagé dans le défi de l'America's Cup. Son bateau est au point, il est très beau. Mais Yves Pageaud n'a pas les moyens de s'entraîner et encore moins ceux de courir ce fameux défi. Commentaire, Marc Maisonneuve. L'avenir d'un bateau suspendu à une décision administrative. C'est le sort de Challenge France, le bateau d'Yves Pageaud. L'autre bateau, qui devait défendre les couleurs françaises dans la Coupe América, est bloqué dans un hangar de Saint-Nazaire. Le tribunal de commerce a rendu son verdict après le dépôt de bilan du 10 juillet. Il ordonne la mise en liquidation de la société le 24 juillet. Il n'y a pas eu d'erreur de gestion du tout. Si vous voulez, il y a eu le souci qu'il fallait trouver d'autres sponsors et on ne les a pas trouvés. Et aujourd'hui, si vous voulez, ce qui est encore plus désolant, c'est que vis-à-vis du tribunal, il y a une proposition qui a été faite par Sportifs Associés Organisation avec comme partenaire derrière Grounding que cette offre permettait de racheter les actifs à bas prix, c'est vrai, mais permettait surtout, si vous voulez, un budget de fonctionnement qui nous permettait de partir en Australie et de faire les sélections. 2 milliards de centimes de passifs, des créanciers pressés, la caisse d'épargne et le crédit mutuel. Résultat, un bateau à quai. Après 2 ans de travail, il serait navrant qu'à moins d'1 an de la Coupe América, le bateau reste là où il est. Sur mer, sur terre, Brigitte Simonetta, la météo. Oui. Oui, et vous savez que depuis 2 jours, nous sommes protégés par un anticyclone. Malheureusement pour nous, cet anticyclone devient paresseux. Résultat, sur la photo satellite, on voit très bien les perturbations qui passent, comme celle d'aujourd'hui. Chose remarquable, ces perturbations sont compactes, actives lorsqu'elles sont sur l'Atlantique, mais elles s'effilochent quand elles arrivent sur notre pays. C'est la marque de l'anticyclone. Il n'empêche pas les perturbations de passer, mais il les affaiblit. Donc pour demain, sur notre carte, des nuages très nombreux le matin, de l'Aquitaine au Massif central, aux Alpes du Nord, à la Franche-Comté, mais l'après-midi, les éclaircies reviendront. Et puis au nord et au sud de ces régions, ce sera du beau temps. Cela dit, les températures sont en baisse, très légère baisse, de 20 à 30 degrés tout de même sur la moitié nord et de 27 à 34 degrés sur la moitié sud, 34 degrés à Nîmes. Demain, mercredi 30 juillet, le soleil se lèvera à 6h22, se couchera à 21h31. 2 minutes de soleil en moins, ce sera la Sainte-Juliette. Roméo, ce sera pour plus tard. Non, à 23h50, Roméo Paul Lefebvre présentera le dernier journal de la rédaction d'Antenne 2 avec un débat. François Daubert, député UDF bariste, et Jean-Jacques Kéran, député socialiste, pour les lois sur l'audiovisuel et la presse. À demain 20h. Bonsoir. Merci.